Bonsoir à tous et bienvenue sur D8. Je suis un petit marin ce soir pour vous. Enfin, j'ai essayé. J'espère que le résultat vous plaît parce que nous plongeons dans l'abîme. Nous plongeons dans l'univers de l'archipel de la Manche dans la deuxième partie du 19e siècle, en 1866, puisque c'est le roman Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo que je poursuis pour vous ce soir. Alors, nous avons lu ensemble plutôt à peu près 80 pages, plutôt descriptives sur la faune et la flore de l'archipel qu'est bien Jersey, Guernesey et d'autres plus petites îles anglo-normandes à l'époque. Et souvenez-vous, c'est bien sur l'île de Guernesey que Victor Hugo fut exilé par la France, et c'est là en fait qu'il a rédigé le roman que je poursuis pour vous ce soir. Et vous allez le voir, c'est rempli d'inspiration et de petites touches qu'il observe en regardant le paysage et qu'il redécrit ici en pensant à l'archipel de la Manche. Nous sommes encore dans le livre premier, mais au chapitre 13, qui s'intitule « Antiquité et antiquailles, coutumes, lois et mœurs ». Je vous laisse plonger avec moi dans l'intrigue, mais n'oubliez pas de réagir et de m'envoyer vos messages au hashtag VBN. Aujourd'hui, constatons-le, les îles normandes, qui possèdent chacune leur collège et de nombreuses écoles, ont d'excellents professeurs. Les uns français, les autres guernésiais et jerseyais. Quant au patois, dénoncé par le professeur alsacien, c'est une vraie langue. Point méprisable du tout, ce patois est un idiome complet, très riche et très singulier. Il éclaire de sa lueur obscure mais profonde les origines de la langue française. Ce patois a des savants spéciaux, parmi lesquels il faut citer le traducteur de la Bible en guernesiais, Monsieur Métivier, qui est à la langue celte normande, ce que l'abbé Élie Sagaret était à la langue hispano-basque. Il y a dans l'île de Guernesey une chapelle à toit de pierre du 8e siècle et une statue gauloise du 6e, qui sert de chambranle à une porte de cimetière, exemplaire probablement unique. Un autre exemplaire unique est ce descendant de Royon, très digne gentleman dont nous avons parlé. Il consent à traiter de cousine la reine Victoria. Sa descendance paraît prouvée et n'a rien d'improbable. Dans ces îles, nous l'avons dit, on tient à son blason. Nous avons entendu un monsieur faire ce reproche au G. Ils nous ont pris nos armoires pour les mettre sur leur tombeau. Les fleurs de lys abondent. L'Angleterre prend volontiers les modes que la France quitte. Peu de bourgeois situés entre cour et jardin se privent d'une clôture fleur-de-lysée. On est très chatouilleux sur les mésalliances. Dans je ne sais plus laquelle des îles à Aurigny, je crois, le fils d'une dynastie très ancienne de marchands de vin, s'étant mésallié avec la fille d'un chapelier récent, l'indignation fut universelle. Toute l'île blâma ce fils, et une vénérable dame s'écria « Est-ce là une coupe à faire boire à des parents ?» La princesse palatine n'était pas plus tragiquement exaspérée quand elle reprochait à une de ses cousines, mariée au prince de Tingry, de s'être encanaillée d'un Montmorency. À Guernesey, donner le bras à une femme signifiait fiançailles, une nouvelle mariée. Les 8 jours qui suivent sa noce ne sort que pour aller aux offices. Un peu de prison assaisonne la lune de miel. Une certaine honte est d'ailleurs convenable. Le mariage exige si peu de formalités qu'il peut être latent. Caaigne, à Jersey, a entendu cet échange de questions et de réponses entre une mère, vieille femme, et sa fille âgée de 40 ans. « Pourquoi n'épouserez-vous pas ce Stevens ? Vous voulez donc ma mère, que je l'épouse 2 fois, mais comment cela ? Voilà 4 mois que nous nous sommes mariés. » À Guernesey, en octobre 1863, une fille a été condamnée à 6 semaines de prison pour avoir ennuyé son père.
Chapitre 17, suite des particularités. Les îles de la Manche n'ont encore que 2 statues. L'une à Guernesey, du prince consort, l'autre à Jersey, qu'on appelle le roi doré. On la nomme ainsi ignorant quel personnage elle représente et ne sachant pas qui elle immortalise. Elle est au centre de la grande place de Saint-Hélier. Une statue anonyme, c'est toujours une statue. Cela flatte l'amour propre d'une population. C'est probablement la gloire de quelqu'un. Rien ne sort plus lentement de terre qu'une statue, et rien ne pousse plus vite. Quand ce n'est pas le chêne, c'est le champignon. Shakespeare attend toujours sa statue en Angleterre. Beccaria attend toujours sa statue en Italie. Mais il paraît que Monsieur Dupin va avoir la sienne en France. On aime avoir ces hommages publics rendus aux hommes qui honorent un pays comme à Londres. Par exemple, où l'émotion, l'admiration, le regret et la foule en deuil ont été crescendo aux 3 enterrements de Wellington, de Palmerston et du boxeur Tom Sawyers. Jersey a un manteau pendu, ce qui manque à Guernesey. Il y a 60 ans, on a pendu un homme à Jersey pour 12 sous pris dans un tiroir. Il est vrai qu'à la même époque, en Angleterre, on pendait un enfant de 13 ans pour un vol de gâteau. Et en France, on guillotinait le Zurk innocent. Beauté de la peine de mort. Aujourd'hui, Jersey, plus avancé que Londres, ne tolérerait plus le gibier. La peine de mort est tacitement abolie. En prison, on surveille fort les lectures. Un prisonnier n'a droit qu'à la Bible. En 1830, on permit à un Français condamné à mort nommé Béas de lire en attendant la potence les tragédies de Voltaire. Cette énormité ne serait plus tolérée aujourd'hui. Ce Béas est l'avant-dernier pendu de Guernesey. Tapner sera, espérons-le, le dernier. Jusqu'en 1825, le bailli de Guernesey recevait pour traitement les 30 livres tournois qu'il avait au temps d'Édouard III, environ 50 francs. Aujourd'hui, il a 300 livres sterling. À Jersey, la cour royale se nomme la cohue. Une femme qui fait un procès s'appelle l'actrice. À Guernesey, on condamne les gens au fouet. À Jersey, on met l'accusé dans une cage en fer. On rit des reliques des saints, mais on vénère les vieilles bottes de Charles II. Elles sont respectueusement conservées au manoir de Saint-Ouen. La dîme est en vigueur. On rencontre en se promenant les magasins des dîmeurs. Le jambage semble aboli, mais le poulage sévit. Celui qui écrit ces lignes donne 2 poules par an à la reine d'Angleterre. L'impôt est un peu bizarrement assis sur la fortune totale, réelle ou conjecturée du contribuable. Ceci a l'inconvénient de ne point attirer dans l'île les grands consommateurs. Monsieur de Rothschild, s'il habitait à Guernesey, quelques jolis cottages achetés une 20aine de 1000 francs, paierait 1500 000 francs d'impôts par an. Ajoutons que s'il ne résidait que 5 mois de l'année, il ne paierait rien. C'est le 6e mois qui est grave. Climat, un printemps répandu. L'hiver soit, l'été sans doute, mais sans excès. Jamais de Sénégal, jamais de Sibérie. Les îles de la Manche sont les îles d'hier de l'Angleterre. On y envoie les poitrines délicates d'Albion, telle paroisse de Guernesey. Saint-Martin, par exemple, passe pour une petite Nice. Aucune tempête, aucune Gémenos, aucun Val-Suzon ne dépasse la vallée des Vaux à Jersey et la vallée des Tableaux à Guernesey. À ne voir que les versants méridionaux, rien de plus vert, de plus tiède et de plus frais que cet archipel. La high life y est possible. Ces petites îles ont leur grand monde, on y parle français, nous venons de le rappeler. On dit dans la haute société, elle a une rose à son chapeau. À cela près, conversation charmante, capable. Il y a à jour et aveu, record et double record. Il y a chef plaide, affieffement, en possession, alleux et droits régaux. Plein Moyen-Âge, direz-vous? Non. Pleine liberté. Arrivez, vivez, existez, allez où vous voudrez, faites ce que vous voudrez, soyez qui vous voudrez,
Nul n'a droit de savoir votre nom. Avez-vous un Dieu à vous? Prêchez-le. Avez-vous un drapeau à vous? Arborez-le. Où? Eh bien dans la rue. Il est blanc. Soit. Il est bleu. Très bien. Il est rouge. Le rouge est une couleur. Vous plaît-il de dénoncer le gouvernement? Montez sur la borne et parlez. Voulez-vous vous associer publiquement? Associez-vous. Combien? Tant que vous voudrez. Quelle limite? Nulle limite. Avez-vous envie d'assembler le peuple? Faites. En quel lieu? Dans la place publique. J'attaquerai la royauté. Cela ne vous regarde pas. Je veux afficher. Voilà les murailles. Pensez, parlez, écrivez, imprimez, haranguez. C'est votre affaire. Tout entendre et tout lire d'un côté, cela implique de l'autre tout dire et tout écrire. Donc, franchise absolue de parole et de presse, est imprimeur qui veut, est apôtre qui veut, est pontifie qui veut. Il ne tient qu'à vous d'être pape. Vous n'avez pour cela qu'à inventer une religion. Imaginez une nouvelle forme de Dieu dont vous ferez le prophète. Personne n'a rien à y voir. Au besoin, les policemen vous aident. D'entrave, point. Toute liberté. Spectacle grandiose. On discute la chose jugée. De même qu'on sermonne le prêtre, on juge le juge. Les journaux impriment. Hier, la Cour a rendu un arrêt inique. L'erreur judiciaire possible n'a droit, chose étonnante, à aucun respect. La justice humaine est livrée aux contestations comme la révélation céleste. L'indépendance individuelle irait difficilement plus loin. Chacun est son propre souverain, non de par la loi, mais de par les mœurs. Souveraineté si entière et si mêlée à la vie qu'on ne la sent pour ainsi dire plus. Le droit est devenu respirable. Il est incolore, inaperçu et nécessaire comme l'air. En même temps, on est loyal. Ce sont des citoyens qui ont la vanité d'être sujets. Au total, le 19e siècle règne et gouverne. Il entre par toutes les fenêtres de ce Moyen-Âge resté debout. La vieille légalité normande est, de part en part, traversée par la liberté. Cette masure est pleine de cette lumière. Jamais anachronisme ne fut si peu réfractaire. L'histoire fait gothique cet archipel. L'industrie et l'intelligence le font actuel. Il échappe à l'immobilisation par le simple jeu des poumons du peuple, ce qui n'empêche pas qu'on ne soit seigneur de Mélèche. Une féodalité de droit, une république de fait, tel est le phénomène. Cette liberté souffre une exception, une seule. Nous l'avons indiqué déjà. Il existe en Angleterre un tyran. Le tyran des Anglais a le même nom que le créancier de Don Juan. Il s'appelle Dimanche. L'Angleterre est le peuple qui a dit « Time is money ». Le temps, c'est de l'argent. Le tyran Dimanche réduit donc la semaine active à 6 jours, c'est-à-dire prend aux Anglais le 7e de leur capitale. Et aucune résistance n'est possible. Le dimanche règne par les mœurs, despote, bien autres que les lois. Le dimanche, ce roi d'Angleterre a pour prince de Galles le spleen. Il a le droit d'ennui. Il ferme les ateliers, les laboratoires, les bibliothèques, les musées, les théâtres, presque les jardins et les bois. De même, insistons-y, le dimanche anglais opprime moins Jersey que Guernesey. À Guernesey, une pauvre tavernière française verse un verre de bière à un promeneur. C'est le dimanche, 15 jours de prison. Un proscrit, bottier, veut travailler. Le dimanche, afin de nourrir sa femme et ses enfants. Il ferme ses volets pour qu'on n'entende pas son marteau. Si on l'entend, l'amende. Si on l'entend, amende. Un dimanche, un peintre frais débarqué de Paris s'arrête sur un chemin pour dessiner un arbre. Un centenier l'interpelle, lui enjoint de cesser ce scandale et par clémence veut bien ne point le loger au greffe. Un barbier de Southampton rase en passant le dimanche. Il paie 3 livres sterling au fisc. C'est tout simple. Dieu s'étant reposé ce jour-là. Heureux du reste le peuple qui est libre 6 jours sur 7. Dimanche étant donné comme synonyme de servitude, nous connaissons des nations
dans la semaine à 7 dimanches. Tôt ou tard, ces dernières entraves tomberont. Sans doute l'esprit d'orthodoxie est tenace. Sans doute le procès intenté à l'évêque Colenso, par exemple, est grave. Pensez pourtant au chemin. Au chemin qu'a fait l'Angleterre dans la liberté, depuis le temps où Eliot était traduit en cour d'assises pour avoir dit que le soleil était habité. Il y a un automne pour la chute des préjugés. C'est l'heure du déclin des monarchies. Cette heure est arrivée. La civilisation de l'archipel normand est en marche et ne s'arrêtera pas. Cette civilisation est autochtone, ce qui ne l'empêche point d'être hospitalière et cosmopolite. Elle a reçu au XVIIe siècle le contre-coup de la Révolution anglaise et au XIXe, le contre-coup de la Révolution française. Elle a eu 2 fois le profond tremblement de l'indépendance. Au surplus, tous les archipels sont des pays libres, mystérieux travail de la mer et du vent. Chapitre 19, Asile. Ces îles, autrefois redoutables, se sont adoucies. Elles étaient écueils, elles sont refuges. Ces lieux de détresse sont devenus des points de sauvetage. Qui sort du désastre émerge là. Tous les naufragés y viennent. Celui-ci des tempêtes, celui-là des révolutions. Ces hommes, le marin et le proscrit, mouillés d'écumes diverses, se sèchent ensemble à ce tiède soleil. Chateaubriand, jeune pauvre, obscur, sans patrie, s'est assis sur une pierre du vieux quai de Guernesey. Une bonne femme lui a dit « Que désirez-vous, mon ami ?» C'est une grande douceur pour le banni français et presque un apaisement mystérieux de retrouver dans les Channel Islands cet idiome qui est la civilisation même. Ces accents de nos provinces, ces cris de nos ports, ces refrains de nos rues et de nos campagnes, Reminiscitur Argos. Louis XIV a jeté dans cette antique peuplade normande un contingent utile de braves. Ces Français parlant purement, la révocation de l'édit de Nantes a ravitaillé dans les îles la langue française. Les Français hors de France vont volontiers faire leur temps dans cet archipel de la Manche. Ils promènent dans ces rochers leurs rêveries d'hommes qui attendent. Ce choix s'explique par le charme d'y retrouver l'idiome natal. Le marquis de Rivière, le même à qui Charles X disait « À propos, j'ai oublié de te dire que je t'avais fait duc », pleurait devant les pommiers de Jersey et préférait le Pierre Road de Saint-Hélier à l'Oxford Street de Londres. C'est dans ce Pierre Road que logeait le duc d'Anville, qui était Rohan et La Rochefoucauld. Un jour, M. d'Anville, qui avait un vieux basset de chasse, eut à consulter pour sa santé un médecin de Saint-Hélier, qu'il trouva bon aussi pour son chien. Il demanda au médecin jerseyais une ordonnance pour son basset. Le chien n'était même pas malade et c'était une gaieté de grand seigneur. Le docteur donna son avis. Le lendemain, le duc reçut du docteur une note ainsi conçue. 2 consultations, première pour monsieur le duc 1 louis, deuxième pour son chien 10 louis. Ces îles ont été des lieux d'abri de la destinée. Toutes les formes de la fatalité les ont traversées. Depuis, Charles II sortant de Cromwell jusqu'au duc de Berry, allant à Louvel. Il y a 2000 ans, César promit à Brutus. Il y était venu. À dater du XVIIe siècle, ces îles ont été fraternelles au monde entier. L'hospitalité est leur gloire. Elles ont l'impartialité de l'asile royaliste. Elles accueillent la République vaincue. Huguenotes, elles admettent le catholicisme émigré. Elles lui font même cette politesse, nous l'avons dit, de haïr autant que lui Voltaire. Et comme, selon beaucoup de gens, et surtout selon les religions d'État, haïr nos ennemis, c'est la meilleure manière de nous aimer, le catholicisme doit se trouver fort aimé dans les îles de la Manche. Pour le nouveau venu, sorti d'un naufrage et faisant là un stage dans la destinée inconnue, quelquefois l'accablement de ces solitudes est profond. Il y a du désespoir dans l'air et tout à coup, on y sent une caresse. Un souffle passe qui vous relève. Qu'est ce souffle? Une note? Un mot? Un soupir? Rien. Ce rien suffit.
Qui n'a senti en ce monde la puissance de ceci? Un rien. Il y a 10 ou 12 ans, un Français débarqué depuis peu à Guernesey rôdait sur une des grèves de l'Ouest, seul, triste, amer, songeant à la patrie perdue. À Paris, on flâne. À Guernesey, on rôde. Cette île lui apparaissait lugubre. La brume couvrait tout. La côte sonnait sous la vague. La mer faisait sur les rochers d'immenses décharges d'écume. Le ciel était hostile et noir. On était pourtant au printemps. Mais le printemps de la mer a un nom farouche. Il s'appelle équinoxe. Il est plus volontiers ouragan que zéphyr. Et l'on pourrait citer un jour de mai où l'écume, sous ce souffle, a sauté 20 pieds au-dessus de la pointe du mât, qui est sur la plus haute plateforme du château Cornet. Ce Français avait le sentiment qu'il était en Angleterre. Il ne savait pas un mot d'anglais. Il voyait un vieil Union Jack, déchiré par le vent, flotter sur une tour ruinée au bout d'un cap désert. 2 ou 3 chaumières étaient là. Au loin, tout était stable. Landes, ajoncs épineux, quelques batteries rasantes, à large embrasure, montraient leurs angles. Les pierres taillées par l'homme avaient la même tristesse que les rochers maniés par la mer. Le Français sentait poindre en lui cet épaississement du deuil intérieur qui commence la nostalgie. Il regardait, il écoutait. Pas un rayon des cormorans en chasse, des nuages en fuite. Partout sur l'horizon, un pesanteur de plomb. Un vaste rideau livide tombant du zénith. Le spectre du spleen dans le linceul des tempêtes. Rien, nulle part qu'il ressemblât à l'espérance, et rien qui ressemblât à la patrie. Ce Français songeait de plus en plus assombri. Tout à coup, il releva la tête. Une voix sortait d'une des chaumières entr'ouvertes. Une voix claire, fraîche, délicate, une voix d'enfant. Et cette voix chantait « La clé des champs, la clé des bois, la clé des amourettes ». Chapitre 20. Toutes les réminiscences de la France dans l'archipel ne sont pas également gracieuses. Nous connaissons un passant qui, dans l'admirable île de Sercq, un dimanche, a entendu dans la cour d'une ferme ce couplet d'un ancien cantique huguenot français, très solennement chanté en chœur par des voix religieuses, ayant le grave calviniste. Tout le monde pue, comme une charogne. Gnac, 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 mon doux Jésus. Qui est l'odeur bonne? Il est mélancolique et presque douloureux de penser qu'on est mort dans les Cévennes sur ces paroles-là. Ce couplet, d'un haut comique involontaire, est tragique. On en rit, mais on en devrait pleurer. Sur ce couplet bossuet, l'un des 40 de l'Académie française criait « Tue, tue !» Du reste, pour le fanatisme, hideux quand il est persécuté, auguste et touchant quand il est persécuté, l'hymne extérieur n'est rien. Il a son grand et sombre hymne intérieur qu'il chante mystérieusement un son à travers toutes les paroles. Il pénètre de sublime, même le grotesque, et quelle que soit la poésie et la prose de ses prêtres, il transfigure cette prose et cette poésie par l'immense harmonie latente de sa foi. Il corrige la difformité des formules par la grandeur des épreuves acceptées et des supplices subis. Où la poésie manque, il met la conscience. Le libretto du martyr peut être plat. Qu'importe, si le martyr est magnanime. Et c'est ainsi que se termine notre voyage sur D8. Merci d'avoir été avec nous, avec Victor Hugo pour ce roman du 19e siècle. Je terminerai notre voyage dans un prochain voyage. Exactement. Réagissez avec le hashtag VBN. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une très belle journée sur notre chaîne et à bientôt dans Voyage au bout de la nuit.